Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Moi, j'aime bien comparer une vie à un pèlerinage. Il y a un début, il y a une fin. Une vie, il y a un début, il y a une fin. Pèlerinage, il y a un début, il y a une fin. Parfois, vous marchez seul, parfois accompagné, parfois vous vous séparez. Mais sur le chemin, quand vous l'avez fini, vous pouvez avoir ce recul-là. Dans votre vie, vous n'avez pas trop de recul parce que vous êtes dedans, quoi. Et en fait, pouvoir encaisser les difficultés, c'est encaisser les difficultés de la vie. Parce que la vie, elle est faite de vicissitudes, quoi. Vous voyez, il y a la perte, le deuil, la maladie, la vieillesse. Ça fait partie inhérente de la vie. Et c'est comment je les traverse, ces difficultés-là, quoi. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous et merci pour tous vos témoignages et ces partages que vont occasionner ces programmes et notamment celui qu'on vous propose aujourd'hui avec mon invité Alexandre Lafont qui est installé sur les canapés. Bonjour Alexandre. Bonjour Marc. Bienvenue. Merci. Nous sommes au mois de novembre. Que fait Alexandre en short au mois de novembre? Écoutez, je suis venu avec ma tenue de pèlerin ce matin. Incroyable, il manque le bâton. Je suis pas venu avec le bateau, ouais, ça prenait un peu trop de place dans le train. Et c'est incroyable. Vous n'avez pas froid là, ça va? La marche, ça réchauffe. Alors, la question que je me suis posée, vous êtes venu à pied du sud? Non. Alors non, j'ai pris le train. Mais bon. j'ai entamé mi-juin un Tour de France à pied des lieux sacrés. Donc je suis parti du Puy-en-Velay, je suis remonté au Mont-Saint-Odile. Et après, j'ai tiré jusqu'à Strasbourg et je me suis arrêté à Amiens, j'ai fait une petite pause. Et je suis venu ici. Bon, la marche. Ouais. Vous êtes le pèlerin, un pèlerin de cœur, un praticien en marche thérapeutique. C'est ça. Parce que vous découvrez que la marche a des vertus thérapeutiques. Ah bah, exceptionnelles. Alors ça, on le sait et on entend très très souvent des gens dire mais si vous n'avez pas envie de courir, si vous n'avez pas envie de faire de footing, faites de la marche. Ouais, ça. Mais ça va bien au-delà que l'aspect purement physique sportif. Oui, moi la marche, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est ça. C'est un art de vivre. Pour moi, parce que c'est quelque chose qu'on appréhende petit à petit. Alors, je parle de marche surtout sur du long cours. J'aime bien parler de pèlerinage, donc aller en direction des lieux sacrés. Moi, ça me touche. Et donc, ça a des bienfaits, ce que j'ai pu expérimenter moi-même. Hein, parce que j'ai quand même marché presque 2 ans dans ma vie. Hein, exactement. À Compostelle, à Jérusalem et tout ça. Alors, c'était un voyage intense, profond, remuant aussi. À 3 minutes pour finir de nettoyer. Et après, on vous allonge. Je savais, j'avais entendu parler de ces journées extraordinaires, mais rien ne vaut de le vivre dans son corps, dans sa présence. Rempli d'amour, d'une douceur, à la fois doux et puissant. Allez, let's go guys, on s'arrache, c'est parti, allez. C'est pas que Fabien, il y a aussi son équipe, et là je tiens à le souligner, qui est aussi très très important. On sent une bienveillance, on sent vraiment une famille, et ça c'est top. Puis en fait, il faut venir le vivre pour vraiment voir comment ça se passe. C'est énorme comme expérience, énorme.
6 000 km à pied, Ouais. 14 mois Ouais. à pied, du Puy-en-Velay jusqu'à Jérusalem. Alors, C'est ça. pour ceux qui ont besoin de visualiser un peu les choses, voici une petite map monde Voilà. à l'horizontale et le périple que vous avez traversé. Ça fait combien de C'est ça. pays, ça? 10? 10, ouais, une dizaine, peut-être 11, je ne sais pas exactement, avec la Palestine et Israël, mais ouais. Et une tout ça dizaine. à pied, Tout ça à pied, ouais. Sauf la Syrie que j'ai pas pu traverser à pied, pour des raisons sécurité. de sécurité. Alors, il faut quand même qu'on comprenne d'abord votre histoire. On va y revenir, évidemment. Et il faut qu'on comprenne le but. Ouais, Euh, bien sûr. le pourquoi. Pourquoi, et quand vous êtes au Puy-en-Velay, un matin, Ouais, c'est ça. à quel moment vous vous réveillez et vous dites ouais, je vais faire Allez, un petit let's périple go. de 14 000 bornes. Alors en fait, ça part d'une démarche intérieure que j'avais entamée quelques années avant. J'avais vraiment envie de comprendre l'être humain, la spiritualité c'est quoi, les religions c'est quoi, Dieu c'est qui. Et donc j'avais entamé ce chemin en 2018. Et en 2020, j'ai fait mon premier chemin à Compostelle. Ça m'a pris à peu près 2 mois et demi, 3 mois. J'ai poussé jusqu'à Fatima, au Portugal. Et ça a été ma première expérience de marche où je me suis dit, OK, il y a quelque chose avec la marche. Il se passe quelque chose, je ne sais pas encore comment expliquer ou exactement. Je n'ai pas mis les mots dessus, mais il y avait une transformation qui s'était opérée. Alors, juste un mot sur Compostelle. Ouais. Tous ceux qui ont fait Compostelle Ouais. reviennent changer. Exactement. Exactement. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur le chemin. En fait, on dit souvent qu'on dépose sur le chemin ce qu'on n'a pas besoin. Et donc, ça fait référence à nos peurs, nos stress, nos angoisses, tout ce qui nous prend la tête, on le laisse sur le chemin. Et on pourra aussi reparler des bienfaits de la marche, parce que au niveau physique, au niveau mental, C'est au niveau sûr. émotionnel, il y a plein de choses qui se passent. Et pour aller un peu plus loin, même au niveau spirituel. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui aux gens, c'est que la marche, finalement, finit par nous connecter à une forme de spiritualité qui nous manque beaucoup aujourd'hui dans notre société. Parce que vous êtes seul avec vous-même. Parce que vous êtes seul avec vous-même, parce que vous apprenez sur vous beaucoup. C'est-à-dire que quand vous marchez 8 heures par jour tout seul, vous avez le temps de réfléchir sur vous-même. Clairement. Voilà, hein, donc ouais, pour moi, il y a cette notion de solitude qui est importante. Et il y a presque une sorte de paradoxe, parce que j'entends dire aussi parfois des gens qui disent, pour se vider la tête, Ouais. pour justement se libérer Ouais. de ce petit mulet qu'on a dans la tête en Ouais. permanence, marchez. Ouais. Or, moi je connais des gens, et j'en fais partie, Ouais. qui marchaient comme ça Ouais. sur la longueur, cogitent encore plus. Ouais, mais il faut dépasser ça. Faut Et marcher c'est là un le peu paradoxe. plus. Ouais. Mais en fait, c'est que quand on se retrouve face à soi-même, forcément, on cogite. Clairement. Parce qu'on est dans le... Mais il y a un moment, il va y avoir un déclic qui va se passer. Grâce à la nature, grâce à la... Moi, les plus grosses réalisations que j'ai eues dans ma vie, ça a été quand j'ai marché 4 heures dans une forêt, quoi. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe. Il faut dépasser ça, il faut continuer à avancer. Et ça va arriver un jour ou l'autre. Comment vous décrivez justement les 4 heures en forêt? Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez qui vous permet de dire qu'il se passe quelque chose? Bah, c'est justement cet état de présence où il n'y a plus de pensée. Et en fait, on devient hyper alerte. Je voyais les mouches qui passaient, j'entendais tout. Tout était décuplé. Vous voyez, c'est comme... Et en fait, si vous arrivez à sortir de votre mental, vous arrivez à revenir dans le présent. Et c'est là où vous pouvez vous connecter à l'invisible aussi. Et c'est là où vous pouvez... voilà, c'est ce qu'on appelle être dans le moment présent, en fait. Parce que le mental, finalement, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes dans le passé, soit vous êtes dans le futur. Pas 36. Et en fait, quand vous êtes dans le futur, vous faites des projections, vous imaginez des trucs. Quand vous êtes dans le passé, vous ressassez. Combien de fois il s'est passé quelque chose et on a passé 4 heures dessus à se dire mais qu'est-ce qu'il m'a dit, j'aurais pu répondre ça, machin et tout ça. Et en fait, on finit par dépasser ça. Moi, je l'ai découvert en marchant, mais aussi beaucoup grâce à la méditation. J'ai découvert les mêmes bienfaits de la méditation, donc la méditation très particulière du Bouddha Gautama, et la marche. On arrive à dépasser cet état de ressassement pour arriver à un état de présence, être dans le moment présent, pour observer ce qui se passe à l'instant T, quoi. Donc, un mot sur cette méditation. C'est une Ouais. méditation en mouvement? Alors non, moi je pratique la méditation Vipassana, c'est assis. Voilà, c'est assis. C'est vraiment une technique très particulière, basée sur d'abord la concentration sur la respiration, pour pouvoir entrer en contact avec ces sensations physiques subtiles, corporelles, et ensuite rentrer en observation. Et là, donc c'est vraiment assis et tout ça. On peut la pratiquer en marchant parce que les sensations physiques, elles sont partout tout le temps. En fait, on parle de notre inconscient, mais c'est la conscience qui est vivante à chaque instant, vous voyez. Et on peut être à l'observation de ça à chaque instant, quand je bois, quand je mange, quand je marche et tout ça. Mais le mieux, si on veut être
si on veut rentrer vraiment à l'intérieur de soi, il faut le faire assis dans le calme, quoi. Vous avez fait un livre, Le plaidoyer pour l'humanité, c'est le journal de bord. Exactement. Un journal de bord d'une marche initiatique. Alors, c'est un beau pavé, hein. Ouais, il y a 500 pages. Il y a 500 Je suis en train pages, de le hein. réduire. Je Oui. suis en train de le réduire. J'ai cru comprendre que la maison d'édition vous avait demandé, à un moment donné, où on vous a demandé de le réduire Ouais, un peu. alors c'est ça, c'est que je l'ai envoyé à des maisons d'édition, ils m'ont dit votre livre il est cool, mais il est trop gros. C'est ça, ouais, c'est Voilà, ça. parce que C'est ça. 14 mois quand même. En fait, j'écrivais tous les jours. Eh oui, Et c'est un vrai journal de bord entre C'est un le vrai Puy-en-Velay, évidemment, et Jérusalem, exactement. et tout ce qui vous traverse. Exactement. Tout ce que je découvre, en fait, c'est tout ce que je vis au niveau extérieur, au niveau intérieur. Mes émotions, les gens que je rencontre, les apprentissages. Et je pourrais écrire un livre sur les apprentissages du chemin, hein, mais bon. Et voilà, tout ce qui a été important pour moi sur le chemin est là-dedans. Alors, revenons au point de départ, donc Compostelle. Exactement. Et c'est ça qui fait que vous ressentez des choses qui vous poussent à dire je vais traverser tout ce périple. Donc, j'ai marché en 2020 à Compostelle et je me suis dit, allez, je pousse le truc à fond. Je pousse le truc à fond, je vais aller voir qu'est-ce que ça fait de marcher à Jérusalem. Pourquoi les gens marchent à Jérusalem depuis des centaines d'années? Je ne suis pas le premier et je ne suis pas le dernier. Il y en a même qui marchent en ce moment. Et je me suis dit, j'ai envie d'aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça fait, quoi. Qu'est-ce qu'on dépasse en fait quand on fait ça, quoi. Quelle est la réponse? Oula, Ou les je pourrais réponses? écrire un autre livre là-dessus. Il y a déjà la foi. La première chose que j'ai appris, c'est la foi. Mais en fait, c'est une foi, et je pense que c'est pour ça, c'est beaucoup les religieux qui marchent. Parce que quand vous marchez tous les jours sans savoir ni ce que vous allez manger, ni où vous allez dormir, vous êtes dans un stress perpétuel. Enfin, vos besoins primaires ne sont pas remplis, en fait. Vous voyez? Et vous avez connu ce stress-là? Mais tous les jours. Ouais. Tous les jours. Tous les jours. Et puis en plus, au début, ça va, on est en France. Après, on est en Suisse, ça va encore. Après, on est en Autriche. Mais quand vous arrivez en Serbie, au Kosovo, en Macédoine du Nord, en Turquie, vous ne parlez pas la langue. Enfin, je veux dire, c'est un stress pas possible. Puis j'ai marché sous la neige au Kosovo aussi, vous voyez. Donc, si vous n'êtes pas hébergé, bon, ça va être compliqué pour vous, quoi. C'est clair. Et soit vous stressez toute la journée, soit vous en remettez à plus grand, quoi. C'est ça que vous avez fait? Ouais, c'est ça. Et en fait, la foi, c'est une posture intérieure. C'est de savoir qu'à la fin de la journée, ça va bien se passer. Quelle que soit l'épreuve que je vis en ce moment, quoi. Et ça a toujours été le cas? Toujours. En 14 mois de marche, j'ai jamais dormi dehors. Donc vous pouvez pas vous dire j'hésite encore. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est pour ça que la marche... Alors, moi, j'aime bien la marche sur du long terme où c'est compliqué. Compostelle, aujourd'hui, vous pouvez encore marcher avec vos peurs. Parce qu'il y a des hébergements partout, parce que vous pouvez prévoir... si vous voulez, vous pouvez prévoir du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle à réserver tous vos gîtes. Bon, c'est pas la démarche, moi, que je préconise pour un pèlerinage. C'est de s'abandonner, c'est de faire confiance. Moi, des fois, je me disais, OK, il est 20h, je vais tester, je vais voir ce qui se passe. Et puis, il se passe toujours quelque chose d'incroyable. Vous voyez? Et donc, une des premières choses, c'est la foi. Et donc, la foi en plus grand que soi, mais surtout la foi en l'humanité. Et c'est ça que j'ai à cœur de partager aujourd'hui. Parce que les gens qui m'ont sauvé, c'est des humains, à la fin de la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi vous dites sauver? Parce qu'il y a des fois où on m'a vraiment sauvé. C'est-à-dire que j'ai plein d'anecdotes que je retrace aussi dans mon livre. Quand j'étais en Serbie sous la neige, que je traversais une montagne, que j'étais paumé, que j'avais les mains complètement gelées, que j'ai dû courir pour arriver à un village. J'arrive au village, il y a une cheminée que je vois. Parce qu'aussi, on devient un peu malin. C'est-à-dire que moi, j'arrive au village, je vois que bon, ça a l'air un peu mort, on est en plein milieu de la Serbie, il y a une cheminée allumée. Je cours vers la maison, il y a la cheminée allumée, quoi, forcément. Et là, je toque et le monsieur il m'ouvre la porte, il me dit pas un mot, il m'allume un nouveau feu, quoi. Donc je fais sécher mes affaires, je me réchauffe. Les gens vous sauvent sur le chemin. Enfin, moi, ça a été mon expérience parce que c'est, encore une fois, c'est plus poussé que marcher à Compostelle. Et ça s'est passé en hiver, mais ça s'est passé dans le désert en Jordanie. Pareil, j'avais plus d'eau, il faisait 45 degrés. Je vois une cabane de militaires. Je me dis, mais je toque à la porte et les gens, ils sont malins. Et ils vous aident. Et c'est ce que je dis toujours, c'est que quand vous êtes vulnérable, c'est rare que la personne vous mette un coup derrière la tête. Vous avez un genou à terre. Moi, en Jordanie, j'avais pas d'eau. Je veux dire, dans le désert, si je continue encore 4 heures sans eau, c'était compliqué, quoi. Et là, il n'y a rien besoin de dire. La personne, elle comprend. Les gens, ils sont intelligents. Et donc, il m'apporte une bouteille d'eau, et voilà. C'est pour ça que vous dites que vous marchez d'abord pour vous libérer et que on a choisi le titre qui dit je marche pour ouvrir mon cœur aux hommes et à l'humanité. Ouais. Parce que ma découverte, en gros, je suis parti dans une vraie démarche de me comprendre, mais aussi de comprendre l'être humain et comment il fonctionne. Et en fait, j'ai vraiment compris que l'être humain, c'était
bon, j'appelle ça une boule de lumière, une essence divine, une âme, comme vous voulez, qui est amour et compassion et bienveillance, mais qui est enfermée dans des conditionnements, des croyances, des peurs. Et quand on marche, on chemine vers cette lumière. En tout cas, moi, c'est ça qui me tient à cœur. Et c'est pour ça aussi que je marche vers des lieux sacrés. Les gens me demandent, mais pourquoi tu vas vers des lieux sacrés? Parce que j'ai à cœur de marcher vers le sacré à l'intérieur de moi. Vous voyez? Et les gens, qu'on soit juif, chrétien, musulman, blanc, noir, petit, grand, on a tous cette lumière à l'intérieur de nous, quelle que soit la profondeur où elle est enfouie. Et en fait, notre histoire fait qu'elle est enfouie peut-être un peu plus en profondeur que d'autres. Et c'est ça qui crée les peurs. Et voilà, et marcher, c'est aussi retrouver sa paix intérieure. Vous dites, je rejette l'idée de gens bien ou de gens moins bien. Ouais, exactement. Pardon. Ouais, exactement. Il n'y a que des gens en souffrance. Et d'autres qui sont plus en souffrance que d'autres. C'est ça que j'ai découvert sur le chemin. Ouais. Donc ça vous donne une autre vision de l'humanité. Ça a changé ma vision de l'être humain, ouais. Complètement. Même face à des monstruosités. Ouais, parce que j'ai pu comprendre d'où venaient ces monstruosités. Il n'y a que des peurs. Quand vous regardez les guerres aujourd'hui, c'est une surprotection par rapport à son voisin qui nous fait peur. Quand j'ai marché en Serbie, au Kosovo, il y a 30 ans, c'était la guerre. Je marchais en Serbie, je leur disais que j'allais aller au Kosovo. Ils m'ont dit, mais tu es fou, tu vas te faire tuer, ne va pas au Kosovo. J'allais au Kosovo, ils m'ont dit, mais t'as traversé la Serbie, mais tu es fou, tu t'es pas fait tuer. Alors qu'en Serbie et au Kosovo, les gens m'accueillaient à cœur grands ouverts. Et les gens vous dites, ici ça va, mais faites attention chez les autres. Mais non, ici ça va partout en fait. Et donc quand vous regardez les guerres, c'est basé sur la peur, le système de la peur. Et donc finalement, les gens perdent leur libre arbitre et commettent des atrocités. Mais c'est pas par méchant. Enfin, moi j'y crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait des démons sur Terre et qui veulent tous nous trucider. Non, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui ont peur, qui sont en souffrance. Et c'est pour ça que c'est presque un acte de société de travailler sur soi, quoi, pour pouvoir aller vers un mieux-être. Et quand assez de personnes auront travaillé sur eux et auront dépassé ça, on pourra changer de société. Mais aujourd'hui, on est dans le surarmement. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, je ne fais pas l'actualité, mais parce que ça marche encore, parce que les gens... ils croient à ça. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous avez... Alors effectivement, vous vous en remettez au divin, en tout cas à plus grand. J'ai confiance. Pour pouvoir dormir et manger correctement. Ouais. Est-ce que vous avez eu, à un moment donné, dans votre périple-là, dans ce périple-là, entre le Puy-en-Velay et Jérusalem, peur pour votre vie? Ouais. Vous vous êtes dit... là, je vais peut-être un peu trop loin. Trop loin, non, parce que le chemin était le chemin, mais ouais, j'ai eu peur. Pas tout le temps, ça a été assez rare, mais ça a été vraiment à cause d'éléments extérieurs. 99% du temps, j'avais peur, mais c'était un peu une illusion. Parce qu'on se fait des films dans sa tête. Hein. 99% du temps, vous avez eu peur? Non, j'avais peur, mais les peurs que j'avais étaient des illusions. J'ai peut-être 1% de peur qui étaient des vraies peurs... pour ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. J'avais peur, allez, si on devait donner un chiffre entre 0 et 100% sur le chemin, je devais avoir peur la moitié du temps. Mais vraiment, hein, je n'ai pas honte de le dire. Hein. Non, mais déjà, d'abord, il n'y a aucune honte à avoir. Et quand on fait ce périple-là, dans les conditions... Non, mais si, je ne vais pas vous dire que c'était facile. Je ne vous dis pas que c'était facile, que c'était tranquille. Non, j'avais peur. Mais 99% des peurs, c'était une illusion parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Quand vous êtes tout seul en forêt, vous commencez à vous faire des films dans la tête. Et c'est là où vous commencez à comprendre votre mental qui vous joue des tours. Parce que si vous êtes en forêt, il ne se passe rien, mais vous avez peur parce que vous dites peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre et tout ça, en fait, c'est complètement une illusion. 99% des peurs, c'est une illusion. Mais 1% des peurs que j'ai pu avoir, ça a été des attaques de chiens, ouais. Une fois en Grèce, j'ai eu peur parce qu'ils étaient 10-12 et que j'étais tout seul, quoi. Et que j'avais mon petit bâton. Et c'est tout. Et franchement, à part les attaques de chiens, et le fait de ne pas savoir où dormir en hiver, mais qui était aussi à moitié une illusion, parce qu'au bout d'un moment, ça finit toujours par marcher. J'ai pas eu spécialement peur, quoi. Enfin, j'ai pas eu de gros trucs, quoi. Juste, j'ouvre une parenthèse, parce que, évidemment, je me suis posé la question. Votre famille, vous étiez quand même en lien? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, quand même? Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais. Il y a quand même une sécurité qui fait que vous pouvez être rapatrié s'il y a quoi que ce soit? Ouais. Voilà, ok. Ouais, carrément. Oui, bien sûr. Oui.
Bon, après, mes parents, j'en ai fait voir d'autres aussi. Hein. J'ai pas fait que ça. J'ai beaucoup voyagé, j'ai des trucs très sympas, mais... Ouais. Bon, c'est sûr que en fait, et c'est ça aussi, c'est que quand on marche, on est vulnérable. Et en fait, oser sa vulnérabilité, c'est quelque chose de... ça a été une vraie leçon du chemin aussi. Quand on marche, on est très vulnérable et on n'a pas de filet de sécurité, quoi. Vous avez marché 25 km, vous allez dans un village, vous ne pouvez pas partir en courant. Vous êtes crevé, quoi. Enfin, vous voyez, C'est sûr. à vélo, vous pouvez faire 10 km, vous n'avez pas à manger, vous ne pouvez pas aller au village d'après. Vous n'avez pas à boire, vous ne pouvez pas aller au village d'après. À vélo, vous pouvez. En voiture, vous pouvez encore plus. En avion, mais là, vous faites ce que vous voulez, quoi. Vous voyez. Et donc, c'est oser sa vulnérabilité. Et c'est aussi ce que j'ai à cœur de partager, c'est que les gens, ils vous le rendent, en fait. Et je dis ça, pareil, vous allez voir votre compagnon, votre compagne, excuse-moi, vous mettez un peu vulnérable, j'ai déconné, je suis désolé, il ne va pas vous envoyer balader, quoi. Il va dire, ah oui, t'as raison. C'est comme ça aussi qu'on désamorce le conflit. C'est en se montrant vulnérable, quoi. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus dans ce périple ? Ah, c'est une bonne question. Bah, vous voyez, j'aurais eu une réponse toute faite, mais j'attends que vous me la donniez. Ah, c'est Parce vrai, que vous avez une peut-être- idée? Bah, peut-être dites-moi. La bouffe. Ah, la bouffe? Ah non. Bien manger, non ? Ah ben non. Enfin, c'est que... Alors en Europe, ouais, peut-être. Après, parce que les gens, ils vous donnent à manger toute la journée. Hein. Si vous regardez les photos, quand je suis arrivé en Turquie, après 4 mois de Balkan, j'avais pris peut-être 10 kilos. Hein, sans déconner. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Parce que les gens vous filent à bouffer tout le temps. Ah ouais, non. Et puis on mange bien. Hein. Non, ça va. Ok. Ouais. Non, la bouffe, c'est pas un problème parce que... pareil, les gens, ils vous invitent. Hein. Ils vous donnent à manger ce dont vous avez besoin. Des vêtements. Bêtement, juste ça. T-shirt de rechange. Non, mais je veux dire, vous partez avec un gros sac à dos, non ? Ouais, j'ai un sac à dos. Ouais. J'ai un sac à dos, j'ai pas grand-chose. Hein. Bon, alors on dit qu'au début, on part avec trop, et je suis parti avec trop. Parce qu'en fait, on porte nos peurs. Le sac à dos, c'est à l'image de nos peurs. Ce qui est vrai. Parce qu'au début, par exemple, je suis parti avec un réchaud. J'avais justement peur de manquer de nourriture, de manger froid et tout ça. Et en fait, le réchaud, au bout de 3 mois, je l'ai laissé dans une auberge, je me rappelle. Je me suis dit, ça servira à notre pèlerin. 6000 km, 14 mois de marche, Ouais. 11 pays traversés. Mm. Moi, j'aimerais que vous nous décriviez la sensation de la veille du départ. Dans quel état d'esprit Ouais. vous êtes, sachant que vous savez que vous partez pour ce périple de Ouais. 14 mois à marcher vers d'abord l'inconnu, Ouais. l'inconnu à vivre au travers des Ouais. pays et des gens que vous allez évidemment rencontrer, Ouais. et l'inconnu de ce que votre être Ouais, va ouais. vous révéler. C'est un mélange d'excitation totale, parce que je savais ce que ça faisait la marche, donc j'avais hâte. Puis j'étais parti un an à l'avance, enfin un an avant, j'avais marché à Compostelle. C'est un peu une drogue, donc j'avais hâte de repartir, mais en même temps une peur aussi qui était présente. Mais sauf que quand je suis parti à Jérusalem, je me suis pas rendu compte du chemin qui m'attendait. Je suis parti un peu innocemment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même c'était les gens que je rencontrais qui me faisaient prendre conscience du truc. Je disais, je marchais à Jérusalem, et dans ma tête, je savais pas si j'allais y arriver. Et les gens me disaient, waouh, tu marches à Jérusalem. Ils étaient plus excités que moi quand je leur parlais de Jérusalem que moi-même qui me rendais pas trop compte du chemin. Parce qu'en fait, vous êtes en France, vous avez marché 30 km, vous en pouvez plus, vous avez mal aux pieds, vous vous dites pas que vous allez y arriver. Enfin, moi, je me disais pas que je vais y arriver. Vous avez douté alors? Ah, mais tous les jours. Ouais. Tous les jours. Et donc, j'avais un peu ce truc innocent. D'ailleurs, quand je fais des conférences, j'ai une photo de moi du premier jour, un peu fébrile, comme ça, avec mon bâton, des jambes comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, quoi? Parce que je me rendais pas compte vraiment, quoi. C'est au fil de la marche qu'on se rend compte. Quand on arrive dans des pays plus difficiles, dans les Balkans, en Hongrie, en Serbie, là, on se rend compte que ça y est, ça commence, quoi. C'est à partir de ce moment-là que vous considérez que le voyage commence? Il y a... ouais, c'est... de l'association dans laquelle je suis parti, qui s'appelle Jérusalem Way, le président qui a créé le chemin. Donc ce chemin-là fait partie d'une association. Et il dit que le pèlerinage commence à partir de Budapest, ouais. Parce que c'est plus difficile, c'est une culture totalement différente. Marcher en Suisse, en Autriche, ça va, c'est beaucoup de nature. En Turquie, je marchais sur l'autoroute, ouais, des choses comme ça. En Serbie, je marchais... Je me rappelle un jour, c'était en Serbie, dans le sud de la Serbie. C'était dans une vallée, vous voyez,
une vallée. En fait, vous avez la vallée et le ravin à côté, quoi. Et j'avais marché, je sais pas, beaucoup trop, c'était l'hiver. Et donc, je voyais les camions qui arrivaient en face de moi. Je sautais par-dessus la rambarde dès qu'il y avait un camion qui arrivait. Mon Dieu. Je repassais de l'autre côté, je courais parce qu'il y avait un autre camion qui arrivait. Dès qu'il arrivait, hop, je ressautais. Parce qu'il n'y avait pas la place, il faisait nuit, ils ne me voyaient pas et tout ça, quoi. Et c'est là que le pèlerinage, il commence vraiment. C'est quand vous sortez de vos zones de confort, quand vous vous dépassez et quand vous apprenez à encaisser les coups, quoi. C'est ça, en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, j'aime bien comparer une vie à un pèlerinage. Il y a un début, il y a une fin. Une vie, il y a un début, il y a une fin. Hein. Pèlerinage, il y a un début, il y a une fin. Parfois, vous marchez seul, parfois accompagné, parfois vous vous séparez. Mais sur le chemin, quand vous l'avez fini, vous pouvez avoir ce recul-là. Dans votre vie, vous n'avez pas trop de recul parce que vous êtes dedans, quoi. Et en fait, pouvoir encaisser les difficultés, c'est encaisser les difficultés de la vie. Parce que la vie, elle est faite de vicissitudes, quoi. Vous voyez, il y a la perte, le deuil, la maladie, la vieillesse. Ça fait partie inhérente de la vie. Et c'est comment je les traverse, ces difficultés-là, quoi. Il y a des gens qui ont voulu vous accompagner sur le chemin? Alors, étonnamment, pas tant que ça. Parce que les mecs se disent, mais il est... c'est sûr qu'il y en a qui... Non, ils étaient pas tous chauds. se dire, non mais vas-y tout seul. Ouais, c'est ça. Non mais au moins un petit bout de chemin, non? J'ai marché un petit peu avec des gens que j'ai rencontrés sur la route, ouais. Mais en fait, finalement, je cherchais une espèce de solitude et bien d'intériorité, sûr. et donc c'est ce Et qui m'a bien été sûr. amené. Bien sûr. Et j'ai dû marcher peut-être sur 14 mois, peut-être 3 semaines avec quelqu'un. Ce qui est quand même pas mal, 3 semaines sur 14, mais... Et je cherchais cette solitude-là, cette intériorité, et donc c'est ce que m'a apporté le chemin. Et donc ça a été un chemin de solitude. J'étais seul tout le temps, quoi. Du matin jusqu'au soir. Sauf quand je rencontrais quelqu'un chez qui je dormais, quoi. Mais... Donc si vous êtes seul, ça veut dire que vous êtes seul avec vous-même. Donc ça veut dire que Ouais, exactement. ça cogite. Ouais. Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que vous vous êtes dit de vous? Est-ce que vous vous parlez? Alors, en fait, j'ai observé ma souffrance. Parce que quand on regarde à l'intérieur de soi, on observe sa souffrance. Et c'est ce qu'on fait en méditation aussi. Hein. Et si vous voulez, quand vous marchez pendant 4 heures et que vous ruminez pendant 4 heures sur le même truc, parce que vous n'avez pas de distraction. Il y a un truc qui vous saoule le matin, l'après-midi, c'est encore présent. Sauf si vous allez boire un café, rencontrer quelqu'un, ça vous apaise, vous voyez. Et vous observez la souffrance qui est d'être dans la réaction aux choses tout le temps, quoi. Et en fait, c'est ça que ça m'a appris, et de me dire, au bout de 4 heures, de me dire, bon, ok, ça fait 4 heures que t'es dessus, ça va pas changer ni la face du monde, ni ce qui s'est passé, ni la personne que tu as rencontrée, quoi. Donc, marcher seul et revenir dans son intériorité, c'est observer d'abord sa souffrance. Et ensuite comprendre la souffrance des autres, parce qu'en fait, on est fait aussi de la même essence et de la même chose. Et ça a été ça le plus dur, en fait. Ça a été de se dire, mais en fait, je suis prisonnier de mon mental. Je suis prisonnier de mon mental. Et on est prisonnier de notre mental. C'est les chaînes, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, vous devez être le premier à distinguer ce qui est de l'ordre du mental et ce qui est de l'ordre du... Maintenant, j'imagine que oui. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, j'ai appris à discerner l'un de l'autre. Mais c'est pas facile, hein, je peux vous le dire. C'est sûr. Nombre de fois où, par exemple, quelqu'un vous propose de venir chez lui. Vous hésitez, vous dites oui, non, je le sens pas. Est-ce que votre cœur il vous dit d'y aller? Est-ce que votre cœur il vous dit de pas y aller? Est-ce que votre mental il vous dit de pas y aller parce que vous avez peur, mais en fait c'est qu'une illusion? C'est très dur de discerner votre mental de votre intuition. Et ça s'est fait. L'intuition, justement, elle arrive au bout d'un certain... C'est-à-dire que comme votre mental, il est... En tout cas, vous êtes en permanence confronté à cette dualité. Exactement. À quel moment, sur le chemin, vous vous rendez compte que allez, les choses se mettent en place et que vous arrivez à switcher de l'un à l'autre? Bah, c'est petit à petit avec l'expérience, quoi. Ouais. En fait, je faisais des tests. Et en fait, c'est ce que je disais aussi, c'est que moi, j'ai tout appris tout seul. J'ai pas eu de formation. Je viens d'un milieu, comme je disais, cartésien, où les religions n'existaient pas. Et en fait, ça a été un vrai cadeau parce que j'ai été le chercher tout seul. Et donc, je faisais des tests, je me connectais à mon ressenti et je testais. Ok, ben là, je le sentais, voilà, ça s'est bien passé, donc j'avais raison, c'était bien ça. Donc, je testais tout seul, en fait. Et mon ressenti, après, j'ai compris aussi avec les formations, avec Yannick Vérité, Aurore Tassin et tout ça, bah, qu'il y avait des outils, en fait. Quand ça pouvait s'apprendre, tout ça. C'est la kinésiologie que vous avez fait, hein, je crois. Kinésiologie, bioénergie et Deeply. Bioénergie, avec le fameux Deeply. Tout à fait, évidemment, qu'on va proposer
Ouais. au plus grand nombre. Donc, Avec ça a Aurore Tassin et ouais. Yannick Vérité qu'on salue au passage. Ouais, on les salue parce que ça a été une expérience formidable. Leur formation est super, et, quelle qu'elle soit. Hein. Enfin, ils en proposent plein. Ouais, ils bien en sûr. proposent plein. Et c'est, Mm. ça a été pour moi un vrai. Ça a été de mettre des mots sur ce que je vivais, quoi. Mais ça veut dire que les formations de Yannick Vérité, vous les faites avant de partir? Non, en rentrant. En rentrant. Ouais. Ok. En rentrant après ce chemin et tout ça, quoi. Je suis rentré en 2022, ça a commencé en 2022, quoi, dans la foulée. Et donc j'ai pu, ce que je ressentais, l'intuition et tout ça, voilà, avoir un protocole bien défini pour l'utiliser. Dans des accompagnements. Voilà, l'utiliser, je mets des guillemets, mais pour le mettre au profit d'eux. Alors, c'est vraiment assez extraordinaire de voir à quel point on peut avoir comme ça une envie, un désir. Il y a évidemment le chemin de Compostelle qui a activé beaucoup de choses et qui vous a fait prendre conscience du désir que vous aviez peut-être d'aller plus loin. Quand on a fait un périple comme ça de 6000 km pendant 14 mois, et après? Ouf, c'est très dur après. C'est de se réadapter, quoi. C'est de se réadapter et c'est de... Parce que vous rentrez comment? En avion, pour le coup? En bus. Vous faites en bus? Ouais, alors j'ai pris un avion jusqu'à Athènes. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué d'arriver dans cette zone sans prendre l'avion. Je suis arrivé de la Jordanie, si vous voulez. Après, je suis rentré en Palestine-Israël, mais j'étais un peu bloqué, quoi, une fois que vous êtes là-bas. Donc j'ai pris un avion pour Athènes et je suis rentré en bus, ouais. Mais j'ai refait un peu le chemin. Voilà, je voulais revoir un peu des gens sur la route. Et ce qui me tient à cœur, et ce qui me tenait à cœur à l'époque, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est d'essayer d'incarner ça dans le quotidien. C'est qu'est-ce que je fais de tous ces apprentissages? Qu'est-ce que je fais de toute cette expérience? Est-ce que je repars dans mes travers ou est-ce que je... Et en fait, essayer de trouver le juste milieu. Aujourd'hui, je pense l'avoir trouvé parce que je continue à marcher et puis je rentre à la maison et tout ça. J'ai un équilibre. Mais c'est comment incarner les apprentissages dans son quotidien. Comment? Et c'est pour ça que je dis pèlerin de cœur, c'est de garder à l'esprit qu'on est des pèlerins, qu'on est là pour apprendre, qu'on est là pour dépasser les vicissitudes de la vie et pour avancer, quoi. Et de cheminer, même si on ne chemine pas physiquement vers le sacré à l'intérieur de soi. Le sacré, ça peut être vague et tout ça, mais en tout cas vers notre essence pure, qu'on marche ou pas, quoi. Et ça, il faut le garder en tête dans son quotidien. Alors, on parle du sacré, évidemment, et ici, il n'y a pas de prosélytisme, bien sûr. On ne parle pas nécessairement de religion. En revanche, le fait de vivre une expérience comme ça vous a ouvert à la religion? Alors, moi, quand je marchais, je voulais entrer en contact avec les religions. Je voulais comprendre. Donc, je dormais dans les églises. Si vous lisez mon bouquin, je dormais dans les églises. Je dormais dans les mosquées. J'allais parler à des prêtres, j'allais parler à des imams. Ce que j'ai découvert, c'est que les religions, c'était des outils, en fait, et que c'était pas finalement le plus important. Ce qui peut me déranger parfois dans les religions, c'est qu'elles se placent entre l'homme et le divin. Vous voyez, ça fait un peu l'homme, il y a la religion, puis c'est un intermédiaire, vous voyez, un peu, vous voyez, comme le pape, comme si c'était un demi-dieu, vous voyez. Alors que non, moi je trouve que c'est plutôt au même niveau. Et les religions peuvent avoir tendance à se mettre entre les deux, vous voyez, avec une sacralisation des personnes qui sont à l'intérieur. Donc je dirais pas que ça m'a... Je me suis pas converti, par exemple, je suis pas baptisé, je me suis pas converti à quelque religion que ce soit. Mais par contre, c'est des outils, et, on peut les utiliser pour vraiment se découvrir. Et il y a des super personnes, qui ont cette démarche-là, et puis il y en a d'autres qui ont ce que j'appelle une dévotion aveugle. Vous voyez, qui vont prier, mais c'est que ce soit des gens de l'église ou des gens pratiquants. La dévotion aveugle, elle est dangereuse. Vous voyez, si on va à l'église le dimanche matin, mais qu'on a trompé sa femme la veille, moi, c'est toujours l'exemple que je donne, on n'a pas tout compris. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Et en fait, Jésus, il s'en fout qu'on aille à l'église, quoi. Enfin, il veut juste qu'on soit des bonnes personnes, je pense. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous avez appris pendant C'est ça, oui. Ce trajet. Exactement. Alors, vous avez rencontré évidemment vous parlez des centaines de personnes, des catholiques, des orthodoxes, des musulmans, des riches, des pauvres, des femmes, des hommes, des enfants, des commerçants, des agriculteurs, des avocats, enfin tous ceux qui évidemment ont ponctué votre trajet. Est-ce qu'on crée des amitiés?
Oui. On crée des amitiés, ouais. Alors, c'est souvent éphémère quand même. Mais il y a des... Aujourd'hui, vous ne revoyez plus personne du périple? Vous avez gardé aucun Oui, lien? si, quand même, ouais. Si. Quand même. Ouais, bien sûr. Après, il y a aussi... ce qui est beau aussi, c'est qu'on fait des rencontres qui sont éphémères et les gens vous donnent tellement sans rien attendre en échange et vous repartez. Et c'est ça aussi la beauté du chemin, c'est de profiter de la rencontre sans forcément s'attacher. Attendre quelque chose. Voilà, et attendre quelque bien sûr, chose. bien sûr. Ouais. Et la plupart, j'ai envie de dire que c'est ça, quoi. On échange un moment, on partage, la personne vous aide et puis on s'arrête là et c'est fini, quoi. C'est l'instant, c'est la beauté de la rencontre de l'instant. Et tout à l'heure, quand je vous ai posé la question du et après, évidemment, mettre ça en place dans votre vie de tous les jours et peut-être dans les... Puisque vous parlez de marche thérapeutique, ça veut donc dire qu'il y a un accompagnement? Oui, c'est ça, ouais. Les gens peuvent venir à la maison pour... Alors, c'est une initiation à la marche, hein, c'est pas... Mais c'est pour... Parce que dans mes accompagnements, j'ai à cœur que la personne chemine par elle-même. J'ai pas envie de prendre la position de celui qui va libérer ou je sais pas trop quoi. Donc, mais par contre, faire un premier pas sur le chemin, c'est important pour moi. Et donc, accompagner personne en marchant, je trouve que la symbolique est belle parce qu'elle marche elle-même en fait sur son chemin de transformation. C'est pas la personne qui est spectatrice de sa transformation, elle est vraiment actrice, ouais. Parce que être actrice, ça veut dire aussi savoir se préparer. Ouais. Et quand on fait un périple comme ça, Ouais. je pense que c'est pas ouvert à tout le monde. Si on n'a pas un minimum de préparation. Non? Je sais vous, pas. Vous y allez comme ça à l'arrache? Moi, j'étais pas prêt. Hein. Ah ouais, ok. J'avais marché à Compostelle, mais... Oui, mais à part ça. Ah non, moi, j'ai rien fait. Ce qui est déjà beaucoup, hein, Compostelle, Oui, parce oui. que vous l'avez fait... Moi, j'ai fait en entier, ouais. En entier. Mais bon, quand j'ai marché à Compostelle, j'avais pas fait rien de spécial. Hein. Mais bon, moi, quand je suis parti à Jérusalem, le jour où j'ai décidé de partir, j'étais parti 15 jours après. Donc, je sais pas, c'est pas quelque chose qui était calculé, quoi. Il n'y a pas eu un travail de fait en amont. Non, rien du j'ai tout. repris mon vieux sac que j'avais, mes mêmes t-shirts, et je suis reparti, quoi. Le bâton que j'avais pas sur Compostelle, j'avais à Jérusalem, on me l'a offert, mais... Le fameux bâton qui est ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc physiquement, et alors étonnamment, vous dites que vous avez pris du poids? Quand j'étais dans les Balkans, ouais, parce que c'était l'hiver, le corps s'habitue et les gens vous donnent tellement à manger, donc c'est vrai que j'avais pris du poids, ouais. Mais Étonnamment. après, je l'ai reperdu parce qu'il faisait 40 degrés en Jordanie, j'ai fondu comme une... C'est ça, comme neige au soleil, comme on dit. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez garder de ce périple? Quels sont les souvenirs, qu'est-ce qui va vous rester? Moi, ce qui me marque le plus, c'est la bienveillance des gens, c'est les rencontres. Comme je vous dis, cette personne en Serbie, ces militaires en Jordanie, qui étaient sur leur téléphone en train de scroller sous un ventilateur, qui me donnent de l'eau. C'est tous les gens qui vous accueillent chez eux. Je dis toujours, en 5 minutes, vous rencontrez la personne, 5 minutes après, vous brossez les dents dans sa salle de bain, quoi. Enfin, vous vous rendez compte. Et toutes les histoires que vous entendez, ça vous transforme. Ça fait du bien d'entendre ce que vous dites, parce que quand vous dites que l'humain est profondément bon... Ouais. En fait, c'est ce que j'ai expérimenté. Et si vous voulez, il y a plusieurs niveaux de connaissance, pour moi. Hein. Il y a la connaissance intellectuelle, donc de ce que vous allez lire dans les bouquins. Par exemple, si vous allez au restaurant, vous lisez le menu de la carte et vous dites « ça a l'air bon ». C'est un premier niveau de connaissance. Vous rentrez dans le restaurant, vous voyez les gens manger, vous vous dites « ah oui, donc ça a l'air… » C'est un deuxième niveau de connaissance. Et là, le troisième niveau de connaissance, c'est le plus profond, c'est quand vous mangez vous-même dans ce restaurant. Et moi, je l'ai vu, ça. Vous voyez, donc chez les gens. Je l'ai vu chez les gens, je l'ai vu partout. Et aujourd'hui, l'homme, je le vois différemment. Quand je rencontre quelqu'un, je vois sa lumière et je vois ses conditionnements et ses peurs. Parce que c'est ce que j'ai rencontré. Tous les jours, vous rencontrez quelqu'un, voire plusieurs. Vous dormez chez eux, ils vous racontent leur histoire, et vous faites des liens entre ce qu'ils ont vécu et leurs peurs, leurs croyances qu'ils ont aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je fais des liens entre les conditionnements des gens et leur histoire. Les mémoires, c'est ça, hein, avec les différents niveaux de mémoire. Hein. Et donc, c'est ce que j'ai expérimenté. Et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, parce que si on arrive à avoir cette conscience, on va arriver à trouver la paix intérieure chacun
et donc la paix dans le monde. Mais on peut pas passer par... si on passe pas par soi, on rate une étape qui est pas possible. Vous voyez, moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui vont se battre pour la paix et tout ça, mais il y a encore de la colère, il y a des frustrations, et on n'arrête pas la guerre par la guerre, quoi. On arrête la guerre par la paix. On n'arrête pas la colère par la colère. C'est pas possible. La haine par la haine, non. C'est la haine, on l'arrête par l'amour. Vous voyez, la colère par la bienveillance et tout ça, quoi. Et vous avez fait HEC Et j'ai fait HEC. à Montréal. À Montréal, ouais, en 5 ans. Mais j'ai jamais travaillé dans une entreprise, c'est ce que je dis, ouais. J'ai beaucoup travaillé en tant que serveur. Et c'est pour ça que je suis bien placé aussi pour parler de conditionnement, parce que c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Vous voyez, c'est sans jugement de valeur. C'est ce qu'on voulait de moi, mais c'est ce que je croyais, moi, vouloir aussi. Et j'étais pas heureux quand j'étais heureux parce que je faisais, je combinais avec. Vous voyez, je faisais HEC Montréal, mais moi j'ai fait SP développement durable. On était 3 dans l'aspect, quoi. Les autres c'était des comptables ou des finances, quoi. Et donc ces conditionnements, je les ai vécus et j'ai pris du recul par rapport à ça. Et ça a été un travail de déconditionnement, d'abord, et ensuite de retrouver ce qui nous anime. Et c'est en ça que quand on parle de sacré ou de divin, c'est simplement ce qui nous anime à l'intérieur de nous. Hein. C'est pas quelque chose de complètement... moi, je le vois pas comme, vous voyez, un truc surnaturel. Mais ça demande de se déconditionner pour ensuite retrouver sa lumière. Retrouver sa lumière, avoir une intuition qui se développe, c'est s'écouter, se ressentir et écouter son corps. Et j'imagine que le corps était aussi parfois en souffrance dans des situations, parfois beaucoup. Oui, beaucoup, ouais. Ça, c'est sûr. Vous dites qu'il n'y a rien de surnaturel. Est-ce que justement, quand on est dans cette dimension-là, il n'y a pas ce que j'appelle moi l'intuition plus, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ne développez pas peut-être des facultés extrasensorielles? Ah si, ouais. Moi, encore une fois, mes capacités extrasensorielles, je les ai développées. Je suis pas né avec. Vous voyez, les gens qui vous disent, moi, je suis médium, j'ai reçu ça de mon grand-père, de ma grand-mère. Moi, comme je dis souvent, j'ai pas une grand-mère qui tire les cartes. Enfin, je crois pas. Hein. Je l'ai pas rencontrée. Sauf si elle me l'a caché. Mais vraiment, je connais personne dans ma famille qui est ouvert à ça. Et je suis pas né avec. Quand j'étais petit, j'avais pas de vision, j'avais pas de machin, quoi. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je canalise, ouais. Grâce à si vous voulez, ce que j'ai identifié du pourquoi, du comment, c'est vrai que j'écrivais tous les soirs. Et en fait, je me refaisais le film de ma journée dans ma tête. Et donc, finalement, j'ai comme un écran qui s'est ouvert dans ma tête. Parce que mais je me projetais dans ce qui s'était passé. Et jour après jour, l'écran, il était de plus en plus net. Et donc, maintenant, je vois les choses, ouais. Et donc, je pense que c'est grâce à ça. Et puis après, j'avais des sons, des machins. Ça a été vraiment un travail petit à petit. Au début, je devais me forcer pour me rappeler de ma journée. Et puis à la fin, j'avais le film qui se déroulait dans ma tête, quoi. Et aujourd'hui, dans les accompagnements, c'est vrai que je vois les mémoires chez les gens. Et ça a été un travail de déconditionnement ça n'existe pas, c'est pas possible parce que je viens de ce milieu-là. Pour pouvoir... Et ça a été grâce à l'expérience. Pour pouvoir me rendre compte que c'est vrai. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'on ne se trompe pas sur des mémoires que la personne a pu vivre et tout ça, on se dit c'est bon. C'est un peu ça, c'est l'expérience qui fait que. Plaidoyer pour l'humanité, le journal de bord d'une marche initiatique. On part du Puy-en-Velay, on va jusqu'à Jérusalem. Je me suis dit, tiens, voilà un mec qui a été influencé par certaines émissions. Il y a des émissions de télé, J'irai dormir chez vous, par exemple. Nuit et culottée, des choses comme ça. Nuit et culottée, qu'on connaît très bien, etc., etc. Ça, c'est aussi des expériences qui vous ont donné envie, non ? Je crois pas. Non ? Non, ouais. En fait, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai cette sensation, cette envie de découverte. Au début, je voulais découvrir le monde. Puis après, j'ai commencé à me découvrir moi. Voilà, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai voyagé beaucoup. Je suis rentré de Hong Kong jusqu'à Lyon en train. Enfin, vous voyez, j'ai fait plein de trucs. Ouais, et puis après, je me suis rendu compte que voilà, plus le mode de voyage était lent, plus la transformation était profonde. Et donc, j'ai commencé à marcher. C'est cette lenteur-là que vous recherchez, alors ? Ouais, tout à fait, ouais. Mais bien sûr, parce que quand vous marchez, le temps et l'espace, ils se dilatent. Et c'est là où vous pouvez percevoir l'invisible. Vous voyez ?
Parce que je me rappellerai toujours ma première journée de marche à Compostelle, j'avais marché peut-être 7 heures du Puy-en-Velay jusqu'à la première étape. Il y avait, je sais plus, 25 km. Mais moi, j'avais traversé le monde en 7 heures. J'en pouvais plus. Il pleuvait, j'étais crevé. Et je sais pas, il y a un mec qui dit, il arrive au village, il dit « Oh, j'ai oublié ma brosse à dents au Puy-en-Velay. Oh, bah t'inquiète, c'est à 10 minutes en voiture, je vais te la chercher. » 10 minutes, pour moi, c'était pas possible d'aller au Puy-en-Velay en 10 minutes avec ce que j'avais traversé, c'est-à-dire la pluie, la tempête, 25 km. Et donc, le temps et l'espace se dilatent. Et plus on est lent, plus ça se dilate, quoi. Enfin, je sais pas. Vous savez, on dit le temps et l'espace n'existent pas. Enfin, bon, c'est un peu vague, c'est compliqué à comprendre. Je suis pas du tout un professionnel, mais il y a quelque chose qui se passe. Et même au niveau de l'espace. C'est-à-dire que quand j'étais à Jérusalem, moi, ça m'avait... Vous marchez 14 mois, enfin, c'est quand même... ça vous paraît loin, quoi. C'est pas à côté. Et il y a des gens, des pèlerins qui ont fait 2 heures d'avion. 2 heures d'avion. Enfin, et pour eux, c'est à côté. Pour moi, c'est le bout du monde, vous voyez. Donc, tout est subjectif, tout est relatif. Bon, voilà, c'est ça. Vous vous souvenez de l'instant où vous dites « ça y est, j'y suis arrivé » ? Ouais, Je l'ai tout à fait, ouais. Je me rappelle, c'était ma dernière journée de marche. J'avais marché 40 km. Parce que, bon, on se sent un peu pousser des ailes quand c'est le dernier jour. Hein, je vous avoue, on a envie d'arriver. Et ça a été très, très dur. Et en fait, bah voilà, après je suis arrivé, et c'est ce que je dis, quand vous arrivez, il n'y a personne vraiment qui vous attend. Hein. Moi, je suis arrivé tout seul avec mon bâton, mon sac à dos, je voyais les gens qui me bousculaient dans la rue, qui passaient à toute vitesse. Je dis toujours, bah voilà, il n'y a personne qui vous attend, il n'y a pas Jésus qui est là, ouais, bravo, tu l'as fait, mon gars, trop bien, quoi. Mais après, je dis en rigolant, il était là depuis le début, mais je ne savais pas. Mais ça va être bateau, mais c'est tout le chemin, en fait. Parce que, vous savez, moi, j'ai marché 8 mois sans savoir si j'allais pouvoir rentrer en Israël. Hein, parce que c'était à l'époque du Covid. Moi, j'étais pas vacciné. Je ne suis toujours pas, mais les frontières étaient fermées pour les gens qui n'étaient pas vaccinés. Enfin, c'était un peu bizarre et tout ça. Et j'ai marché 8 mois avec les frontières fermées pour les gens pas vaccinés, quoi. Et puis ça s'est ouvert, tout s'est ouvert. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment à cœur de croire que quand on est sur notre chemin, on est aidé. Voilà, c'est ce qui explique votre foi. Ah ouais, j'ai même des exemples dans mon bouquin où j'ai vraiment où j'ai été aidé, quoi. Il y a un moment précis, c'était en Turquie, où je me suis dit, tu ne peux plus ne plus y croire. Moi, je suis parti dans une quête spirituelle. J'étais presque là, montre-moi. Vous voyez, un peu... ouais, c'est ça. Je te mets au défi. Insolemment, quoi, presque. C'est ça. Ouais. Et une fois, il m'a montré, et là, je ne pouvais pas... C'était en Turquie. Et je vous raconte. Ah, bien sûr. Ouais, du coup, j'étais en Turquie. Et je sors d'un village. Et je sais pas, je le sentais pas à l'intérieur de moi. Il y a un truc... Et je marche 2 km et il y a un homme qui vient me voir et qui me dit fais demi-tour, il y a des chiens errants là-bas. Parce que j'ai appris un peu le turc, du coup. Et il y a des chiens errants, fais demi-tour. Moi, j'avais un peu une règle, c'était bon, les locaux, on les écoute, quoi. Mais je trouvais bizarre parce que les chiens errants en Turquie, c'était mon quotidien. J'avais plus peur. J'avais peur des chiens. Au bout de 3 mois en Turquie, j'avais plus peur. Donc je dis, bon, des chiens errants, c'est bizarre. Donc je fais demi-tour et j'arrive à 500 mètres du village à peu près. Et là, il y a 2 Turcs qui étaient à cheval dans une calèche et il y en a un qui saute de son cheval et qui commence à essayer de me piquer mes sous. Enfin, j'avais pas grand-chose, hein, mais je sais pas ce qu'il essayait de piquer, hein, mon bâton, si tu veux. Bref. Et ils étaient il y en a un qui était, voilà. Mais encore une fois, aujourd'hui, j'ai pas de colère parce que c'est quelqu'un qui avait pas grand-chose. Vous voyez, il voit un blanc marcher, il se dit jackpot, quoi. C'est OK. Et en fait, cette histoire, je me dis, mais presque cet homme, il m'a sauvé. Mais pourquoi il est venu me dire il y a des chiens à ce moment-là? Parce que si je continue dans ce sens-là, en fait, ils arrivaient comme ça. Moi, j'ai fait demi-tour. En fait, j'étais à côté du village, donc j'ai marché 500 mètres. Voilà. Mais si je m'étais retrouvé en plein milieu de nulle part, ça aurait été plus compliqué. Et avec le recul, le soir, je me suis dit, mais pourquoi cet homme est venu me dire il y a des chiens errants? Va pas là. Et moi, je l'ai écouté. Vous voyez, j'aurais pu ne pas l'écouter, mais bon, les signes, ça prend du temps de les voir aussi. Hein. Et vous en avez vu beaucoup sur le chemin, de signes? Ouais, quand même, ouais. Ça a été le plus flagrant et finalement, ouais.
c'est des petits signes, mais c'est bizarre, c'est dur à expliquer. Par exemple, je savais exactement dans quel village j'allais trouver quelqu'un. Je regardais la carte, je vais dire, là, et encore aujourd'hui, là, je suis en train de faire le Tour de France à pied. Je sais où est-ce que quelqu'un va m'aider. C'est bizarre, on ne sait pas quoi, mais... Et donc ça a été la fois où je me suis dit, avec les 2 Turcs, que tu ne peux plus ne plus y croire. Mais ça faisait 8 mois que je marchais, hein, donc vous voyez, il faut marcher d'abord. C'est pas en 3 jours. C'est sûr. Alors on pourrait imaginer que vous êtes sevré et que vous avez fait le tour entre Ouais. Compostelle et ce périple de 6000 km. Bah non. Ouais, c'est une drogue, ouais. Donc là, vous faites le Tour de France ? Je suis en train de faire le Tour de France, ouais. Mais j'y vais plus tranquille. C'est-à-dire que là, j'ai fait une petite pause, je repartirai peut-être en janvier, quoi. Quand il fait bon. Je fais le Tour de France des lieux sacrés. Ouais, quand tu... En janvier, quand En il fait janvier. bon, ouais, bien sûr, il va faire moins 10, mais c'est une bonne période pour aller marcher. Nickel, ouais. Et là, pareil, hébergé chez les gens ? Ah ouais. Les gens, ils vous disent en France, c'est pas possible, mais incroyable. C'est même plus simple parce que vous pouvez parler, vous avez la langue. C'est des liens plus profonds quand vous pouvez échanger. Quand vous êtes en Serbie, j'appelle ça de cœur à cœur, mais c'est Oui, c'est plus compliqué, évidemment. plus compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Et là, le Tour de France, donc le Mont-Saint-Odile, là, je suis en route pour le Mont-Saint-Michel. Après, j'aimerais bien redescendre sur Lourdes et voilà, je rentre et puis ça fera une bonne boucle, quoi. Bravo. Et Ouais. donc, vous allez écrire à l'issue de ça encore ou pas ? En tout cas, vous avez le non. même rituel d'écrire tous les soirs ? Non. Non. J'écris d'autres choses. Voilà, peut-être sur les bienfaits de la marche, des choses comme ça. En fait, aujourd'hui, je suis plus dans cette introspection. Quand je marchais à Jérusalem, j'étais vraiment en mode introspection. J'avais pas les réseaux sociaux, vous voyez. Et là, je suis plus dans une démarche de partage des bienfaits de la marche. Donc, je fais des petites vidéos, des choses comme ça. Je partage sur les réseaux, ce que je faisais pas à Jérusalem. J'avais pas de. Et donc, je suis dans une autre dynamique. Ce qui est assez un peu dommage, c'est que quand vous avez fait ce périple des 6000 km, là, Ouais. C'est qu'il n'y avait pas une petite caméra qui vous suit. Ouais, je sais, ouais. Mais j'y tenais. J'y tenais Vous parce vouliez que vraiment être... ouais. Je voulais pas que le chemin, Ouais. que ce soit impacté par la caméra ou faire les choses pour être vu. Enfin, je voulais pas entrer là-dedans. Donc, j'avais pas de... Ceci dit, sans être accompagné, hein, vous pouviez avoir une petite caméra Ouais, sur ouais. vous, Ouais, c'est ça. clac, voilà, un truc qui vous Ouais. suive, où on puisse, Ouais, à c'est chaque vrai. étape, Ouais. récolter Ouais. votre témoignage en disant, voilà, je suis là, j'en ai ras-le-bol, ou c'est formidable, Ouais. ou j'ai vécu un truc incroyable. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, Ouais, non, bon, mais il y a grave. le livre, hein, il y a le livre, évidemment, mais Oui, bon. oui. Mais c'est vrai que je vois ce que vous voulez dire, mais c'est vrai que la démarche était vraiment intérieure et je voulais pas être pollué, en fait. J'avais cette image un peu de... À tort ou à raison, je sais pas, hein, mais ça a été quelque chose qui me tenait à cœur. Bon, alors maintenant que vous avez vu le visage d'Alexandre, si vous le voyez débarquer près de chez vous, Ouais. frapper à la porte pour Ouais. éventuellement avoir une Ouais. petite soupe ou, Un ou petit, un petit lit ou un petit... Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je marche avec mon chien aujourd'hui, c'est encore une expérience différente. Et j'ai sa poussette. Alors, je marche sur les pistes cyclables parce que j'ai une poussette pour le chien. Donc, c'est vrai que je passe pas inaperçu quand je marche, que je traverse un village en France, que j'ai la poussette, le chien il dort dedans, moi je le trimballe, vous voyez. Pourquoi il marche pas le chien avec vous ? Parce que ça fait beaucoup pour lui. Ouais. Ouais, 20-25 km. Et c'est vrai qu'il avait pas mal de soucis de pattes quand il était plus petit. Ok. Et tout. Il se met vite à boiter. Même quand je fais une balade de 5-10 km, il se met à boiter. Et donc, je le mets dans la poussette. Je fais une balade de 5-10 km. C'est vrai que ça paraît fou, hein, parce que voilà, on se dit Oui, 5-10 km. Je vais faire un petit... Je sors le chien, ouais, c'est ça. je fais 10 km. Pauvre chien, il pensait être tranquille sur le canapé. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Bravo en tout cas Alexandre, Merci. plaidoyer pour l'humanité, ce journal de bord d'une marche initiatique avec évidemment plein de récits. Peut-être la prochaine fois mettre un peu plus de photos. Ouais, ça a été un choix aussi. Mais là, je suis vraiment dans la recherche d'un nouvel éditeur. Et donc, je le rétrécis et peut-être mettre des photos en plus. Ouais, ce serait bien. Ouais. Pour qu'il soit, pour l'envoyer à des maisons, pour qu'il soit plus digeste, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, pour l'instant, il est comme ça. Moi, il me plaît comme ça parce que c'est Le complet, complet. Hein, voilà, c'est la version complète. On peut avoir la version courte pour. évidemment. Juste un truc, puisque vous êtes parti quand même avec un peu d'argent. Ouais, alors, à Jérusalem, Non, ouais, enfin la traversée. je suis parti sans argent. Du tout. Du tout au début, mais c'était trop compliqué. Et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle chemin du milieu.
vraiment, quand je suis parti, je voulais vraiment devenir un Bouddha. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Ça a été mon truc. Hein. Et je disais toujours, je vais me libérer à la façon du Bouddha, quoi. Donc, je vais faire comme lui. J'avais les cheveux jusque-là, j'ai tout coupé. Je suis parti sans argent et tout ça. Ça a été très compliqué sans argent parce que je pense que j'étais pas prêt. Et j'avais un peu d'économie, donc j'ai fait le chemin du milieu. Je m'achetais à manger. C'était surtout ça. Et j'ai découvert aujourd'hui que ceux qui marchent sans argent, c'est vraiment... Déjà, il faut avoir une foi inébranlable. Il faut savoir que le soir, on va nous... Tu vois, moi, c'était pas forcément mon cas. Vu que j'étais un peu au début de mon chemin aussi. Il faut être patient. Il faut méditer. Voilà. Et je pense que j'étais pas prêt, donc j'ai fait le chemin du milieu. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Voilà, je me suis un peu apaisé avec ça. C'est ce que préconise le Bouddha aussi. Hein. Il préconise pas d'être un moine mendiant. Et c'est vraiment le chemin du milieu. Et je me suis aussi apaisé parce que je me suis rendu compte que c'est pas parce que ça m'empêchait de faire des rencontres ou quoi que ce soit. Moi, je pensais que ça allait m'aider. Voilà, aller demander et tout. Et puis ça me créait beaucoup de stress, tout ça. Et je me suis dit, soit tu vas vivre un enfer pendant 14 mois, soit tu t'apaises avec ça. Et donc, j'ai fait le chemin du milieu et ça a été voilà, des super rencontres. Et ça m'a pas empêché voilà. Et j'ai aussi découvert peut-être un enseignement aussi que je peux donner, le donner et le recevoir. Ça m'a appris ça aussi, le chemin, parce que c'est... Qu'est-ce que vous avez donné, puisque vous avez beaucoup reçu? Bah, justement, pas grand-chose. Et c'est ça, on apprend à recevoir. Et c'est ça, l'enseignement du chemin. Parce que si vous, dès que vous recevez, vous vous sentez obligé de donner, et ben, dès que vous donnez, et moi maintenant. Donc c'est ça, j'ai appris à recevoir. Après, je donnais, voilà, on partage... Les gens, ils veulent plus vous laisser partir quand même à la fin parce que c'est quand même, sans prétention, c'est quand même, voilà, eux aussi retrouvent foi à l'humanité quand ils voient des gens comme moi, vous voyez ce que je veux dire. Je marche pas égoïstement non plus, mais apprendre à recevoir, c'est apprendre à donner. Et quand on apprend à recevoir sans se jeter sur le portefeuille pour donner, et bien quand on donne aussi avec cette intention pure de bienveillance sans vouloir qu'on nous rende derrière, quoi. Et aujourd'hui, on vit un peu dans une société de bon, je te donne, mais vous voyez, à Noël, je te fais un cadeau, mais si j'ai pas trop de cadeaux, je suis pas trop content, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et apprendre à donner et recevoir, c'est un peu complexe. Et si vous marchez et qu'on vous donne tellement, et que vous acceptez de recevoir, et ben votre mental, il va changer son conditionnement et il va apprendre à donner. Bravo. C'est une belle leçon de vie. Non, mais c'est fantastique. Voilà. Donc, si vous voyez une poussette avec un chien à l'intérieur, une balade et un gaillard que c'est pas trop ce qu'il fait là. En short, quelle que soit la saison en plus. Alors, j'ai quand même un petit legging dans le sac. Parce que, bon, c'est vrai qu'au Kosovo et tout ça, je marche en hiver. Sous la neige. J'ai traversé la frontière Serbie-Kosovo sous la neige. Le douanier, là, c'était sous la neige, il me dit « Ouvre ton sac ». Mon sac était trop peu, parce que bon, il dit aussi, hein, les gens, ils se demandent un peu ce que vous faites là. Hein, bien sûr. Ouvre ton sac, machin, sous la neige, et j'étais collé. Ouais. Donc, j'ai un petit legging, après, Vous partez quand même avec le strict minimum, quand même. Hein. Ouais, bah oui, il faut, ouais. Enfin, il faut. Après, vous le portez, votre sac, hein. C'est sûr, c'est sûr, enfin bon, ouais. Au vous début, avez une trousse de secours, quand même, pour les pieds, Non, rien de tout ça? Ouais, non. Ouais, après... Bon, il m'est rien arrivé grâce à on sait pas qui. La foi. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Alexandre. On vous met le lien autour de la vidéo pour que vous puissiez d'abord rentrer en contact avec Alexandre, suivre tous ses enseignements, ses accompagnements. Et puis, évidemment, vous procurez le livre alexandrelafont.fr, c'est le site internet. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne balade. Merci beaucoup. Enfin, balade, bon périple, je sais pas comment. Bonne promenade. Voilà. Beau pèlerinage. Bon pèlerinage, exactement. Et merci en tout cas pour tous ces jolis témoignages et voilà, cette philosophie de vie, parce que c'est pas sportif. Non. C'est pas... Je compte même pas les kilomètres que je fais dans la journée. Je sais pas. Vous avez une voiture? Aujourd'hui? Ouais. Quand je rentre chez moi, j'ai ma voiture, ouais. Ah, vous prenez la voiture quand même? Ouais. Ça me prend un peu de temps de me réajuster après. Comme vous, j'ai le mal des transports. C'est ça, ouais, exactement. Merci à tous. Vous commentez avec bienveillance. On va lire tout cela et je sais que ça va l'être. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre.